Dure semaine pour Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan. Oui, vraiment dure semaine. Non seulement Renault vient de lui refuser le déblocage de sa retraite chapeau, soit 770 000 euros par an, non seulement il se retrouve de nouveau en cellule au Japon suite à une nouvelle accusation d'abus de confiance aggravée dans la gestion de Nissan, mais en plus, une audite de sa gestion de Renault France fait apparaître quelques distorsions avec la règle assez croquignolesques. Ainsi, certaines dépenses, de l'aveu même des dirigeants actuels de Renault, sont source, je cite, de questionnements en raison des pratiques contestables et dissimulées dont elles procèdent. Renault évoque même, je cite encore, des atteintes aux principes éthiques du groupe. Fichtre. Comment qu'ils causent quand ils veulent nous faire comprendre qu'ils ne sont pas contents? Alors de quoi on parle? Mais tout simplement de la découverte de mouvements financiers entre le budget de la présidence de Renault et le distributeur de la marque aux losanges au Sultanat d'Oman, officiellement pour verser des primes aux meilleurs vendeurs de l'endroit. Mais ces fonds auraient également servi à financer l'achat d'un yacht pour Carlos Ghosn et aussi d'une entreprise créée par son fils. Démenti du principal concerné juste avant sa réincarcération hier. On lui reproche aussi d'avoir fait financer par l'entreprise Renault son 60e anniversaire en mars 2014 à Versailles, sous couvert, écoutez un peu, d'y fêter le 15e anniversaire de l'alliance entre Nissan et Renault. Fête grandiose avec huissiers costumés à l'entrée du château, vaisselle dorée, visite privée des appartements, dîner préparé par le chef Alain Ducasse, le tout pour 600 000 euros. Mais voilà, après avoir épluché la liste des invités, les rédacteurs de l'audit remarquent que la quasi-totalité des invités étaient en majorité des amis proches de Carlos Ghosn ou des membres de sa famille et non des cadres de la société comme l'on aurait pu s'y attendre pour pareille occasion. De plus, la date de cette fête était le 9 mars, jour de l'anniversaire de Carlos Ghosn et non le 27 mars, date de la création de l'association Renault-Nissan. Et puis, comment expliquer autrement que par son anniversaire personnel la présence à cette fête de sa belle-mère? Oui, comment l'expliquer? Ce deuxième accro versaillais venant, je le rappelle, après celui de la célébration de son mariage au château Louis XIV en 2016, la location du Grand Trianon ayant été payée par Renault à l'époque pour 50 000 euros, comme disaient ma mère et ma grand-mère, il n'y a pas de petit profit. Dernier détail. Même en tôle et au titre de l'année 2018, Carlos Ghosn aura quand même reçu un salaire de 1 million l'année dernière. Faut quand même pas trop le plaindre. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé par Jérôme. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous présentera le prochain concert donné le 11 avril prochain dans le cadre d'un pavé dans le jazz. Et puis, je recevrai David Audrechy, saxophoniste et leader d'Initiative H, mini big band toulousain, qui s'apprête à jouer le 11 avril prochain au métronome Sax, Pax for a Sax, du compositeur américain Moondog. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Mignoz. Les Mignoz sont des chansons populaires au Japon. Des chansons de tous les jours évoquant aussi bien les derniers exploits des yakuza locaux que les esprits de la forêt, la vie à la campagne ou une bringue dans un bar. Chant de congrégation, chants de travail, chants de fête et de danse, les Mignoz se transmettaient de village en village en s'altérant au contact des communautés qui les reprenaient. Changement d'instrumentation, de paroles, ce répertoire a beaucoup évolué au fil du temps. C'est dans ce répertoire vieux de plusieurs siècles que Katsumi Tanaka, guitariste de son état, est allé farfouiller, confrontant ce style nippon à la salsa, à la cumbia, au reggae et même à l'ethio jazz, tout en conservant cette façon assez particulière de le chanter. Au chant, justement, un chanteur de soul, Tsukamoto, rencontré par Katsumi Tanaka, alors que le premier venait de découvrir les Mignoz au hasard d'un morceau entendu à la radio dans un restaurant. Ni une ni deux, les deux décident de monter un groupe autour d'une relecture de ce style ancestral. Les Mignoz Crusaders étaient nés et sont même sur le point de sortir un premier album le 1er mai prochain. Premier album Echoes of Japan qui se fera l'écho de cette musique plutôt jubilatoire. Mignoz Crusaders, on les écoute tout de suite en attendant de peut-être les voir sur scène cet été puisqu'ils sont annoncés dans pas mal de festivals en France l'été prochain. Mignoz Crusaders, Kushumito Bushi, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Et toujours Joe Kangourou, toujours Radio Campus, et c'est toujours Caramel Mou. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Ce côté japonisant de la cumbia, ça vous laisse quoi comme souvenir? Non, c'est japonais, nous étonnerons toujours. Ouais. Ça vous changera de la récolte des ripunchus, puisque c'est quand même actuellement votre préoccupation première, contrairement à ce que les auditeurs peuvent penser de Jean-Pierre Lérac, le roi de la musique underground, quand il arrive à la radio. Sa seule préoccupation du moment, c'est « Et toi, t'en as chopé des ripunchus ?» C'est quand même la question du moment. Est-ce que les ripunchus sont sortis? On ne sait pas trop, mais ce qui manque... Apparemment, ils ont un peu souffert de la chaleur, il n'y en a pas trop. Nous irons voir. Enfin, n'empêche qu'il y a quand même de la musique, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. C'est ça. Et on est dans une ville où il y a beaucoup de musique, on a cette chance. Donc, nous allons parler du prochain concert du Pavé qui sera le 11 avril au Théâtre du Hangar. Voilà, cette fois, on change de théâtre, c'est plus au Pavé, justement. Voilà, une fois par an, nous allons au Théâtre du Hangar. On aime beaucoup ce petit théâtre. Je rappelle que c'est dans le quartier Bonnefoy, derrière la gare. Un tout petit théâtre, mais charmant, avec un super accueil. Qui va faire les frais de la rénovation du quartier? Oui, ça, à un moment, ça va il y a plus que des chances. Il fait partie des anneaux qui il vont semblerait être que ça traîne un petit peu. Donc voilà, profitons encore voilà, j'espère qu'ils vont sauter le plus tard possible. En tout cas, c'est un super endroit. Et donc, nous allons programmer là, deux solos de grands improvisateurs. En fait, c'est pas vraiment deux solos, c'est des solos tuilés, puisque le but, évidemment, c'est de faire rencontrer ces deux grands musiciens. Donc, deux grands musiciens qui ne se sont jamais rencontrés, Pascal Nigan-Kemper. Je vais commencer par lui, le contrebassiste, qui a un parcours très atypique. Je vais raconter un petit peu son histoire parce que c'est quand même assez atypique. C'est un contrebassiste allemand qui a fait ses classes dans la Cologne, tout ça. Il a appris la contrebasse et puis il a eu une des bourses. Il est parti 10 ans à New York. Et là, évidemment, à New York, il a joué avec tous les plus grands. Donc, c'est vrai que New York, c'est assez formateur quand même comme ville au niveau des rencontres. Nate Boulay, Gérald Cleaver, donc il a joué avec plein de gens. Et donc, lorsqu'il a eu vraiment bien rechargé, il est revenu en Europe, il est revenu s'installer en France, pas en Allemagne, et donc à Strasbourg en particulier. Et là, donc, on a plein de choses de projets qui sont sortis, donc notamment le 7e continent, qu'on a eu la chance de voir à Luz il y a 3 ans. C'est un peu là qu'on a un peu découvert ce musicien. Et également le trio Balloni, magnifique trio, avec France Loriot. Et Baden-Orff, voilà. Donc tout ça, il est revenu sur cette scène européenne. Donc là, on est vraiment sur la scène musique improvisée. Musique improvisée. C'est quand même, oui, par exemple, 7e continent, c'est quand même un projet avec beaucoup de compositions. Trio Balloni un petit peu plus improvisé, mais c'est pas que de la musique improvisée pure, quoi. Et donc les Bandmakers, d'ailleurs, il y a un passage dans les Bandmakers, assez court. C'est lui qui a succédé à Paul Rogers. Et c'est un peu là qu'on l'a un peu découvert dans la région. Dans les Bandmakers, on va le rappeler, c'était la formation où il y avait Fabien Duscoms, il y avait aussi Robin Finker, et qui était autour de la célébration de la musique de la musique folk. Voilà, au départ c'était Mingus un petit peu, et après c'était la musique folk. Et lorsque Pascal est arrivé, c'était plutôt sur la musique folk, voilà. Donc après il a commencé à faire ses solos. Moi j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois en solo. C'est vraiment quelqu'un qui crée, qui fait des choses incroyables avec sa contrebasse. On en aura une illustration tout à l'heure. Et là où ça devient atypique son parcours, en fait, c'est qu'il maintenant il habite à Rodez. Alors c'est vrai qu'on se dit, ça, en principe le parcours normal, c'est qu'on commence à l'école de musique de Rodez, dans l'Aveyron. On passe un peu par Toulouse et on finit à Paris. Ouais. Berlin ou New York dans le meilleur des cas, mais donc là, lui, il finit à Rodez, donc c'est un musicien régional. Donc voilà. Si je peux me permettre, c'est peut-être une histoire de ripunchus là aussi. Hein. Qui sait? Je lui demanderai. Exactement. Donc, le reste pour le chose, c'est Tarnais, c'est pas Véronais. C'est pas Véronais. Une parenthèse. Donc, en fait, nous, ce musicien qui me fascine complètement, on a vraiment eu envie de lui demander une carte blanche, en fait. On lui a dit, voilà, on t'invite au mois d'avril, tu choisis le musicien avec qui que tu as envie de rencontrer.
Et on se retrouve avec Lee Kuan Yew. Donc c'est vrai qu'on peut pas... On comprend quand même son choix, parce qu'en tant qu'improvisateur, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que Lee Kuan Yew? Alors Lee Kuan Yew, on va peut-être pas refaire sa carrière, mais c'est On quand va même... dire simplement que c'est un percussionniste. C'est déjà un percussionniste, mais c'est, je dirais, un grand maître de la musique improvisée. C'est quelqu'un qui est référent de la musique improvisée. Alors lui, il a un gros passé à Toulouse, parce que c'est là qu'il s'est construit un petit peu. Dans les années 80-90, on se rappelle de la Flibuste, avec son ami Michel Doneda. Et c'est une période quand même qui a été importante dans l'histoire de la musique improvisée. On en parle encore, c'est vraiment quelque chose qui est référent dans l'histoire de la musique improvisée. C'est vrai que c'était des gens qui étaient quand même assez disons, extrémistes dans cette musique-là, où toute mélodie était interdite, enfin, il y avait vraiment, même un son normal était pratiquement interdit. Donc ça reste un petit peu comme la référence de cette musique improvisée. Et Nin, c'est un percussionniste incroyable qui est connu dans le monde entier. Et donc Nin a quitté Toulouse, lui par contre, il est allé s'installer en Creuse. Et là, il est parti un petit peu, il a monté un collectif qui s'appelle l'Ensemble Hiatus. Il est plutôt parti sur la musique contemporaine. Mais il garde quand même toujours, il fait un festival, il y a toujours quand même un pied dans la musique improvisée. Donc voilà, donc ça va être cette rencontre, ces deux musiciens, ils ont vraiment jamais joué ensemble. Et il y aura un solo de chaque musicien, et puis cette rencontre. Et donc là, moi, je suis vraiment, sincèrement, je suis très impatient, parce que c'est vraiment deux musiciens qui, au niveau improvisation, peuvent aller très, très loin. Et on peut attendre vraiment quelque chose de merveilleux. Et Nin, c'est un peu pour lui, c'est bien, chaque fois qu'il revient à Toulouse, il aime bien revenir, c'est quand même sa ville, donc il a aussi beaucoup de gens, il y a beaucoup d'admirateurs qui sont restés dans cette ville, donc je dis ça un petit peu parce que ce petit théâtre du Hangar, il n'y a que 50 places, donc peut-être c'est bien, si vous avez l'intention d'aller voir ce concert, de réserver, parce qu'à mon avis, ça sera assez vite plein. Voilà. Donc voilà, ça se passera le 11 avril prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, au théâtre du Hangar, derrière la gare. Et donc, pour illustrer un peu cette séquence de Caramel Moumesque, on va écouter tout de suite... que j'ai extrait d'un disque de Pascal Lingenkemper. C'est vrai que sur ces solos de contrebasse, ça peut aller un peu sur des extrêmes, soit électriques, soit acoustiques, mais en tout cas, c'est toujours surprenant. Voilà, donc on va donner deux, trois indications avant d'écouter le morceau. Il est tout seul et c'est une contrebasse. Après, vous allez voir ce qu'il en fait. Allez, on écoute ça tout de suite.
tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Oui, le nom de ce morceau, Jean-Pierre Lérac. Voilà, ça c'est un gros piège parce qu'en fait je n'ai plus la pochette sous les yeux, donc, voilà. Bon, c'est extrait de son seul album solo, voilà. Magnifique album. Voilà, et donc l'album n'est pas tout dans ce registre-là. Il y a quand même des moments de contrebasse acoustique, voilà, je précise. Donc Pascal Nigel-Kemper, que l'on pourra donc voir le 11 avril en solo avec Winning, qui sera également en solo juste après, en espérant qu'ils arrivent à jouer ensemble. Et c'est pas qu'on espère, c'est qu'on va leur imposer. Ouais, voilà, ça a été demandé par l'organisateur et comptons sur l'organisateur pour qu'il fasse valoir son point de vue. Voilà, donc ça c'est le concert d'un pavé dans le jazz, dernière partie de la saison qui nous amènera tranquillement jusqu'à fin mai. Mois de mai. Et voilà, jusqu'au mois de mai. Voilà, et on va passer à la suite. Là, on parlait de la saison d'un pavé dans le jazz. Une autre saison qui occupe les Toulousains depuis début septembre, c'est la saison Moondog, montée à l'initiative d'Hervé Bordier, le patron du métronome, de la salle Le Métronome à Toulouse, et de Pierre Jaouen, qui ont imaginé tous les deux cette saison consacrée donc à un maître de la musique américaine des années 40, 50, 60, 70. David Odrochy, Moondog, il a composé jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des années 90, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Donc compositeur américain assez inclassable. Donc la légende veut qu'il ait vécu pendant très longtemps dans les rues de New York tel le clochard moyen, tout en connaissant quand même une certaine reconnaissance tant aux États-Unis qu'en Amérique. C'est vrai qu'il est connu pour des thèmes assez entendus sur tous les médias, que ce soit la radio, que ce soit dans les clubs, puisque certains de ses morceaux ont été remixés par des DJ de Ninja Tune et autres. Et c'est vrai que Moondog a une place un peu particulière dans la musique classique, dans la musique mondiale, mais tout en étant un musicien atypique, mais qui a énormément influencé certains musiciens américains et européens. On parle de Philip Glass, on parle de gens comme ça, le courant minimaliste, ça n'est beaucoup inspiré. Et donc, à l'initiative d'Hervé Bordier et de Pierre Jaouen, il y a cette année Moondog qui bat son plein. Les premiers concerts ont été donnés en septembre. Il y a eu aussi une incursion Moondog dans le cadre du festival d'orgue de Toulouse. Et puis ça va continuer tranquillement jusqu'au 29 juin avec un final à Allogren, et ça sera l'Orchestre du Capitole qui jouera certaines de ses œuvres. Et avec moi ce soir pour parler de Moondog, mais pour parler aussi d'un concert qui va avoir lieu là aussi jeudi prochain. Il y aura de la concurrence jeudi. David Odrochy, dont je le disais. Voilà, ouais, bon là, au métronome, il y en a un peu plus. David Odrochy avec moi ce soir, donc pour parler de la version de Sax Pax for Sax qu'il donnera donc au métronome jeudi prochain à partir de 20h30 avec sa formation Initiative H, dont je le disais, petit big band, il y a quand même 13 musiciens sur scène. Quel rapport vous avez vous-même avec Moondog ? Moi, c'est un compositeur que j'écoute depuis que je suis ado, puisque moi aussi, la petite anecdote, c'est que le premier prof de sax que j'ai eu, donc je devais avoir 13-14 ans, nous faisait entendre de la musique, un petit extrait à chaque cours, et le premier truc qui m'a fait entendre, c'était ce fameux Bird's Lament de Moondog, qui est maintenant devenu un tube. Si vous voulez, avant d'en reparler, on va peut-être l'écouter tout de suite. Ah, allez. Bird's Lament, donc de Moondog. Quand on écoute ça et qu'on est un jeune saxophoniste, vous disiez, David Odrochy, que vous aviez 13-14 ans quand vous avez écouté ça pour la première fois. On se dit quoi ? Pour un saxophoniste, c'est quand même un morceau de dingue. Ben pour un saxophoniste, c'est un morceau de dingue. Et puis moi, à cet âge-là, surtout c'était une musique que je connaissais pas. Voilà, moi j'étais un peu baigné dans la musique classique, et là il n'y a pas vraiment de rapport, quoi. Je trouvais que ça, en fait c'était la première fois qu'il nous avait parlé de l'aspect du groove, parce qu'il avait essayé de nous expliquer ce qu'était le groove en écoutant
la ligne de la basse avec les sax. Et bon, évidemment, j'avais rien compris à cette époque-là. Mais quelques années après, en réécoutant, je me dis, ah oui, ouais, ok, je vois comment ça roule. Et c'est un peu le truc de Moondog, c'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire des trucs soit du groove, soit de la trance, vu que c'est quand même un des mecs qui a écrit quasiment toute sa musique, elle est à 5 temps. Ouais, tout est basé là-dessus, quoi. Et c'est vrai que dans son histoire, c'est quelqu'un qui est né, enfin qui a vécu, né peut-être pas, mais qui a vécu longtemps dans des réserves indiennes. Son père était un pasteur, un révérend qui est allé évangéliser et qui était le curé de certaines tribus dans des réserves américaines du centre des États-Unis, Wyoming et compagnie. Et c'est quelqu'un qui a énormément écouté la musique traditionnelle indienne. Et c'est vrai qu'on retrouve des influences de ces traditions-là dans certains de ces morceaux. Ouais, il y en a, c'est flagrant. Il y a un truc qui s'appelle Surf Session, qui n'a rien à voir. Avec l'activité que nous connaissons très bien et qui nous vaut quelques déboires réguliers. Mais ça, c'est vraiment, c'est de la trance, quoi. C'est des pièces, c'est 3 mouvements, je crois que c'est presque le tout. Ça fait 15 minutes, c'est un même riff répétitif, c'est de la trance, quoi. C'est vraiment cette idée-là. Et quand je disais en début de sujet que effectivement c'est quelqu'un aussi qui a énormément influencé tout le courant minimaliste américain, c'est vrai que c'est ce côté répétitif qui a été beaucoup repris par les Philip Glass et compagnie. Ben enfin, je sais pas, moi, avant ça, je sais pas, ça paraissait osé, quoi, j'imagine, pour l'époque, d'arriver avec un truc où, dans Sax Pax, il y en a énormément, c'est-à-dire, après, ça a l'air simple à l'écouter. Une fois qu'on met le nez dans le manuscrit, ça l'est vachement moins. Mais quand même, on se dit, c'est pas possible, en fait, c'est la même phrase pendant 8 minutes. Il y a un truc un peu, pas militant forcément, mais un truc hyper assumé. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, je vous ai demandé, avant d'arriver dans cette émission, contrairement à vos collègues qui sont passés à Caramel Mousse ces derniers temps, de ne pas arriver avec une playlist des morceaux qui ont un peu influencé votre jeu et votre façon de concevoir et d'écrire la musique, mais de venir avec une playlist peut-être des morceaux de Moondog qui ont pu être importants pour vous, ou du moins qui ont pu vous influencer. Donc là, on vient d'écouter Bird's Lament et vous nous disiez que c'était un des premiers morceaux que vous avez appris à jouer en groupe. Un autre morceau que vous nous avez amené, c'est celui-là. On l'écoute et vous nous en parlez juste après. Voilà, un morceau nettement plus, j'allais dire, d'aspect, d'esthétique classique. Jean-Pierre Lirac, un commentaire, je vous voyais danser pendant ce morceau. On avait envie de danser à la fin, une gigue féroce. Dark Eyes de Moondog, pourquoi ce morceau, David Ondrechy ? Parce que c'est une pièce que un ami m'a fait découvrir quand je faisais mes études au Conservatoire du Dijon, et j'avais un peu scotché dessus, quoi. J'ai écouté ça énormément, et c'est, je crois, une des premières pièces que j'avais relevées, quoi. Donc, c'est-à-dire, juste à partir d'un audio. C'est essayer d'en faire une retranscription et vu que surportée. Ça aussi, c'est un peu son truc, c'est-à-dire tout est hyper clair, même quand il y a plusieurs voix, il y a 6, 7, 8, en fait, on arrive à distinguer dans la manière dont c'est écrit chaque voix. Et donc, en fait, c'était plutôt à la fois super de le faire et simple d'une certaine manière, et c'était... Et voilà, et j'avais flashé sur le morceau, l'esthétique, quoi, les cordes, cette espèce d'énorme accélération et tout ça, voilà, ça m'avait secoué. Quelles sont les influences de Moondog ? On parlait un peu des musiques tribales, des musiques des Indiens qu'il avait pu écouter dans son enfance, mais on parle beaucoup de Bach aussi pour son œuvre. C'est quoi exactement ces influences musicales à Moondog ? Alors ça, franchement, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il est classé nulle part, en fait. Qu'il est classé ni dans le jazz, ni dans la musique classique. C'est hyper atypique, en fait. Je sais pas... C'est Ferdinand Doumer qui utilise cette expression. Souvent, c'est une espèce de folklore imaginaire personnel, en fait. Voilà, c'est des mélanges de trucs. Après, il y a l'influence de Bach, parce il a... la fugue et le canon, voilà, c'est son truc, quoi. Ça, il y en a partout.
donc par ce biais-là. Mais après, la manière dont il écrit, l'instrumentation et tout ça, souvent c'est hyper étonnant, quoi. Le canon, cette façon de répéter plusieurs fois la même phrase et en les décalant, décalant l'une par rapport à l'autre. La fugue étant La fugue, en fait, c'est pareil, c'est des entrées successives, principalement à 4 voix. Mais par contre, c'est très... en fait, dans le canon, les voix sont identiques, elles ne bougent pas. En fait, c'est juste de la superposition type sécanto, ce genre de choses-là. Et les fugues, non, en fait, les voix sont indépendantes, quoi. Et elles doivent faire entendre l'harmonie. C'est un... Voilà, j'allais dire c'est un art parce que l'art de la fugue, c'est sûr, mais parce que en fait, c'en est vraiment, voilà, c'est un truc, c'est extrêmement compliqué à réaliser. Autre morceau que vous nous avez amené, c'est ce thème de Moondog. Avec ce thème, on peut comprendre un peu aussi l'intérêt que vous avez pour cette musique, pour un big band comme Initiative H. C'est vrai qu'on reconnaît et qu'on peut imaginer ce que peut être la version et la façon de relire un peu le répertoire de Moondog que vous pouvez avoir avec ces cuivres qui arrivent petit à petit, section de cuivre complète. C'est vrai qu'on peut imaginer des choses. Et c'est ça aussi qui vous a plu dans le projet que vous a proposé Hervé Bordier de remonter cette pièce-là. Alors, en fait, nous, ce qu'on vient d'entendre là, ça s'appelle justement Thème, mais en fait, c'est pas dans l'album qu'on travaille sax, Pax for Sax. Mais en fait, ça, c'est quand j'ai monté l'IH il y a 6 ans, 7 ans maintenant. En fait, je faisais des espèces de classements de musique épique. C'était ça le truc, peu importe les styles, c'est-à-dire que ça soit la musique classique, la musique électronique, le rock. Et un jour, en réécoutant l'album Moondog qui s'appelle Moondog, je suis tombé là-dessus et je me suis dit mais ça c'est hyper épique et ça ressemble. Enfin je me suis rendu compte à quel point je pense que ces trucs-là m'ont influencé, moi, dans ce que j'ai pu faire ou ce que je peux faire, quoi. Et c'est vrai qu'on retrouve des choses qu'on a pu trouver dans le premier album, par exemple, dans ce qu'on vient, dans le premier album d'Initiative H. C'est drôle parce que moi, je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas très longtemps, en fait. Et c'est vrai que cet album, par exemple, c'est Hervé Bordier, donc le patron du Métronome, qui est à l'origine un peu de cette année Moondog, disait que lorsqu'il était disquaire, donc il a été disquaire à partir de 16-17 ans, à Rennes, c'est le premier album qu'il a importé. Le premier import qu'il a fait venir dans le magasin dans lequel il travaillait, c'était cet album-là, Hervé Bordier, qui a fait venir quelques temps après, ça devait être à la fin des années 80, début des années 90, Moondog au Transmusical de Rennes, avec un projet avec l'orchestre régional de Bretagne. C'est ça, voilà. Et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il s'est attaché un peu à la figure de Moondog cette année. Autre morceau donc, que vous nous avez amené avant de parler de l'œuvre que vous allez jouer, la pièce que vous allez jouer de Moondog, Sax Pax for Sax, vous nous avez amené aussi cette petite elf dance qui n'a rien à voir, je le suppose, avec la célèbre entreprise de pétrole française, Elf Dance. Absolument rien à voir. Je ne pense pas. Une valse de Moondog. Vous disiez hors micro, David Audrechy, que ce qui était aussi sans doute intéressant avec la musique de Moondog et qui est visible dans cette année Moondog à Toulouse jusqu'à fin juin, c'est que cette musique peut être amenée, peut être portée par plein de formations différentes, classiques, jazz. On a vu des choses assez étonnantes. Musique actuelle, musique improvisée. Musique expérimentale. On a vu des trucs à la Cafpo sur des lectures de textes qu'il a pu écrire, très influencés par les contes nordiques. Là, cette elf dance, effectivement, ça n'a rien à voir avec le pétrole, mais plutôt avec les elfes des forêts. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est une musique qui peut être prise par n'importe quel musicien. Carrément, mais moi je pense que c'est pour ça que c'était une super idée, en fait, de faire cette saison pour regrouper plein d'acteurs, plein d'artistes, moi je pourrais pas dire, de mon point de vue ça marche, en fait, jusqu'ici ça marche, ça c'est super. Et juste pour cette petite pièce, en fait, je trouve ça c'est aussi un truc dont on n'a pas parlé depuis le début, mais je trouve qu'il y a une grande poésie, en fait, dans ces titres, dans la musique. Voilà, tout à l'heure on est passé de épique à tendre et doux, mais en fait c'est vrai, je trouve qu'il y a un truc, une attention particulière aux titres qui sont liés à cette musique, et ça j'aime beaucoup.
Alors, passons un peu sur la pièce que vous avez jouée, Sax Pax for a Sax. C'est quoi exactement cette pièce de Moondog ? En fait, c'est une espèce de suite qui a été une commande que lui a fait un ensemble de sax londonien. Et donc, il a écrit, en fait, il y a pas mal de choses inédites, disons, mais aussi il y a plein de trucs qu'il avait déjà écrits, voilà, pour piano ou pour orchestre, qu'il a réarrangé pour un ensemble de sax. Et donc, du coup, vu que c'était là-dedans se trouvait une des versions de Bird's Lament que moi j'ai découvert, c'est pour ça quand ils m'ont demandé sur quoi je voulais travailler avec l'IH, moi je me suis dit ça va me botter, ça me fait plaisir aussi. Hein. Une pièce qui date de quelle époque ? Je crois que c'est le début des années 80. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Moondog, c'est quelqu'un d'ancien. C'est vrai que la plupart des photos que l'on montre, qui illustrent les biographies qui lui sont consacrées, qu'on peut voir de temps en temps dans des pages de magazines musicaux ou dans des expositions, le montrent relativement jeune, sa période américaine, dans sa période de clochard céleste. Et on va pas tomber dans les clichés, mais c'est vrai que beaucoup de photos le montrent en train de vivre dans les rues de New York tel un clochard, mais c'est vrai que c'est plutôt les fin années 40, des années 50. C'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui a irrigué la musique jusqu'à la fin des années 90 en ayant une production assez régulière et assez énorme. Carrément. Là, c'est ça, le nombre de manuscrits, c'est complètement... moi, j'ai eu la chance d'y avoir accès par le biais d'Amaury Cornu. Donc Amaury Cornu qui a écrit une biographie il y a 2 ans, qui doit traîner par là. Voilà, elle est là, que l'on peut se procurer aux éditions Le Mot et le Reste. Amaury Cornu Moondog, que vous avez peut-être vu à Toulouse, puisque c'est un régulier de toute cette saison et qu'ils viennent de temps en temps présenter certains morceaux ou alors jouer de la trimba. Voilà, à la fin des concerts, il sort la trimba, cette espèce d'instrument triangulaire qu'a pu inventer Moondog, avec une petite cymbale dans un coin, instrument de percussion qui est pas sans rappeler justement les instruments de percussion des Indiens du Midwest américain, et c'était un instrument qu'il avait imaginé. Carrément, c'est lui qui, voilà, il y a beaucoup de choses, surtout notamment dans tout ce qui est répétitif, il y a toujours une espèce de bourdon, de percussion, en fait, et donc c'est lui, c'est son instrument. Et dans le thème qu'on a écouté tout à l'heure, il était très présent. Donc pour revenir sur ce Sax Pax for a Sax, comment on s'approprie ce répertoire qui est essentiellement joué donc pour des sax, comment on le retranscrit pour un instrument ou pour une formation où il y a certes 8 ou 9 cuivres, mais il y a contrebasse, clavier, basse électrique, batterie, percussion, voilà. Les synthés, tout ça. Bah, en fait, l'idée l'idée de départ, c'était quand même que ça reste le son d'Initiative H. Voilà, pas qu'on fasse vraiment autre chose, que les gens qui connaissent Moondog retrouvent du Moondog. Et ensuite, c'était une vraie, c'est comme ça qu'il me l'a présenté, c'était une vraie carte blanche. Hervé Bordier, m'a présenté. Donc en fait, il y a à peu près, ça va de ce qu'on appelle la transcription. C'est juste au milieu de cet album, en fait, il y a une pièce pour piano. On ne sait pas pourquoi. Et donc voilà, cette pièce pour piano, moi je l'ai transcrite, c'est-à-dire on joue exactement ce qui est écrit, mais avec que les instruments avant. Et après le reste de l'écriture, c'est presque au choix, quoi. Donc ça peut être, ça va de c'est joué 2 fois plus vite que ce que c'est dans l'original, ou c'est joué 2 fois plus lent, ou alors l'harmonie, j'ai gardé le thème, mais l'harmonie, j'en ai trouvé une autre, ou alors j'ai isolé que quelques voix pour en faire genre thème et variation. En fait, j'ai vu, c'était ça, c'est ça qui était génial, c'est que vu que c'était une carte blanche, voilà, j'avais pas de contraintes. J'ai pu faire vraiment ce que je voulais, quoi. La seule idée étant d'en faire quand même quelque chose qui soit reconnaissable pour les gens qui écoutent Initiative H. Il y avait le son. Ça, ce choix esthétique, il était dès le départ. Ouais. C'est ce que je voulais. C'est-à-dire, je voulais prendre la musique de Moondog, mais avec le son de l'IH. Et c'était un peu comme ça qu'il me l'avait présenté, quand même. C'était pas.
On voulait pas juste faire de la transcription. Voilà, c'est pas. En fait, il y a pas vraiment de lien. C'est-à-dire dans l'album, il y a du sax dans la version originale, et chez nous, il y a des sax. En fait, il y a pas vraiment de rapport. C'est complètement autre chose. Donc, avant de se faire une idée de ce que peut être votre version de cette pièce de Moondog, on va en écouter un autre extrait. Donc, vous le disiez, Birds Lament qu'on a écouté en début d'interview fait partie de cette suite. Il y a également un autre morceau qui s'appelle New Amsterdam et qu'on écoute tout de suite. Voilà, New Amsterdam, extrait donc de ce Sax Pax for a Sax, pièce de Moondog que David Odrechy et Initiative H joueront jeudi prochain, 11 avril, au Métronome, donc dans le cadre de cette saison Moondog qui a commencé en septembre et qui va nous occuper jusqu'à fin juin. Vous parliez tout à l'heure du son que vous vouliez donner à votre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous rappeler assez rapidement en quoi il consiste ce son d'Initiative H que vous mettez à l'honneur depuis 7-8 ans qu'existe cette formation, David Odrechy? Je m'attendais pas à cette question. Ah ben ouais, mais c'est aussi le but de la radio, c'est de temps en temps surprendre. Bien sûr. En fait, je pense qu'il y a les deux trucs les plus importants, c'est pour moi en tout cas, dans l'écriture et dans le son, l'idée du rock progressif, d'un certain rock progressif, et ensuite de l'écriture dite classique, parce que c'est pas vraiment ce que je fais, mais en fait alterner entre du gros son, des trucs vraiment fat, et de l'autre côté par exemple un trio sax soprano, flûte, clarinette, basse, qui est hyper identifié tout de suite, Poulain, Cravel ou ce genre de trucs. Donc il y a ça, et après il y a l'aspect improvisation au milieu de tout ça. Après les influences, que ce soit pour l'écriture ou le son, ça va de Berlioz à Karl Ablé, à Gil Evans, à Sigur Rós, à Danny Elfman. Enfin, c'est tout ça, quoi. En sachant quand même que Initiative H, donc troisième album sorti l'année dernière, continue à travailler les compositions, mais à dès le départ trouver un son très particulier que vous gardez depuis le début. Est-ce que c'est autant un travail de composition qu'un travail avec Olivier Cussac qui continue à enregistrer le son? Ah ben ça, de toute façon, ça c'est sûr que c'est un truc qui se travaille, un truc un peu conscient d'écriture. Et après, oui, effectivement, on a fait les 3 albums, ces 3 albums enregistrés à Condorcet, ou les prises réalisées par Olivier Cussac, et ensuite mixées et masterisées par Philippe Eck, donc l'ingé son de notre label Neuklang, label allemand. Donc oui, ça aide aussi à garder la même esthétique sonore. Et ça fait partie d'un projet en disant on va travailler un son, mais il faut qu'on travaille à peu près avec les mêmes musiciens et avec les mêmes techniciens? De toute façon, moi, dans la question, elle se pose même pas. C'est-à-dire, il arrive que des musiciens partent ou qu'on change de... Mais dans l'idée, pour moi, c'est travailler avec ces gens-là et qu'avec ces gens-là, on continue. Et d'ailleurs, tout à l'heure vous parliez du hangar, mais Condorcet, oui, ça fait partie aussi des endroits qui vont disparaître avec la rénovation du quartier de la gare. Et là, moi, pour le moment, moi, je serais hyper triste, ça c'est sûr, parce que je me vois pas aller ailleurs. Ça c'est sûr, on a tellement travaillé là-bas que voilà. Donc oui, c'était... Ouais, dans l'IH, il y a une notion quand même d'équipe, de team ou de famille, quoi. Voilà, où les mecs, justement, on fait attention pour qu'il n'y ait pas beaucoup de changements et qu'on reste dans la même optique ou la même dynamique. Et la même veine, oui. Où vous en êtes, donc, Sax Pax for a Sax, c'est une interprétation d'une pièce de Moondog. Il va y avoir un enregistrement de cette pièce ou pas? Alors, oui, en fait, donc on joue le 11 au Métronome et on rejoue ce programme-là le 13 avril aussi à l'Astrada. Donc à Marciac? À Marciac. Et donc il y a un ingé son qui s'appelle Ananda Scherer, avec qui on travaille aussi depuis un petit moment et qui vient faire des prises live. Et donc on espère, si on est satisfait, que tout va bien, sortir un album, voilà, l'album de ce répertoire-là dans l'été. D'accord. Toujours chez Neuklang. Et au niveau d'Initiative H, vous en êtes où? Il y a un répertoire qui est en train de se monter ou c'est encore l'exploitation de celui de l'année dernière?
Ah ouais, non, on va continuer à faire tourner Broken Land un petit peu. Et puis là, je vous avoue qu'après l'écriture de Moondog, je vais faire un petit break avant de réenchaîner tout de suite. Quand même. Bon voilà, dans l'actualité de David Odrechy et de Initiative H, c'est donc d'abord le concert de jeudi prochain avec cette pièce de Moondog, Sax Pax for a Sax. Après son actualité, il va nous donner quelques concerts à venir dans la région. Et puis vous l'avez compris, il y a un album de ce répertoire moncdonien qui risque de sortir pendant l'été. Concert à prévoir, outre Marciac, avec Initiative. Prévoir exactement. On joue le 17 avril à Muret, un festival qui s'appelle Le Printemps fait son jazz. On joue aussi à Millau le 5 mai, un petit peu plus loin. Alors ça c'est un truc, on joue aussi le 20 avril aux fêtes de Musical, au 7 Denier. Et ça c'est un truc vraiment qu'on adore faire, on joue le 5 et 6 juin au Taquin. Ah ouais. Ça c'est un truc qu'on fait tous les 2 ans je crois maintenant. Initiative H au Taquin, il y a déjà la moitié de la salle qui est prise par la formation. Et en fait non, parce que le challenge c'est de toute façon on est tous sur scène. Voilà. Donc on se serre très fort et c'est toujours génial. C'est toujours 2 jours et c'est toujours des super moments. En attendant donc, ces 2 concerts au Taquin, on va écouter tout de suite un extrait d'Initiative H, extrait de Broken Land, le dernier album en titre de Initiative H. On écoute Fêlure. Merci beaucoup David Odrechy d'être venu nous voir ce soir. Avec plaisir, merci. À Millau, c'est Philippe qui vous...
Voilà, Fêlure, Initiative H, en attendant le concert qu'ils donneront, les deux concerts qu'ils donneront au Taquin les 5 et 6 juin, et bien on va peut-être parler des concerts du soir. Jean-Pierre Lérac est resté avec moi pour donner son grain de sel à la fin de cette séquence. Il nous parlera justement de choses que l'on pourra voir au Taquin dimanche, mais d'ici là, ce soir par exemple, au Métronome, c'est la 3e édition du Launder Festival dédié à la scène métal locale, organisé par le Festival Antistatique, et avec au programme ce soir Black Marsh, Hipposonic. Ça j'adore ce groupe, autant pour le nom du groupe pour que la musique qu'il développe, mais Hipposonic, ça me fait toujours penser à un petit hippopotame qui se gorgerait de son dans le creux de sa flaque. Donc Hipposonic, Upon Us All, et puis Deathbell. Donc tout ça c'est à 19h, Lauder Festival au Métronome. Au Dada ce soir, soirée électro avec Lao Jack, Lueke et Black Zone Mitchang à partir de 21h, soirée électro comme d'habitude au Dada en ce moment, plutôt pointu la programmation du Dada. De leur côté, Input, Unicorn, Samouraï et Madame la Marquise seront à la Cava Rock, 3 boulevard des Minimes à partir de 20h. Là c'est une soirée punk à tous les étages. Soirée goguette à Itinéraire bis à 20h30. Lecture œnologique à la Cave Poésie, ça existe, oui Jean-Pierre Lérac, des lectures œnologiques, mais alors écoutez un peu la suite. Il y aura Myriam Roussel qui est une vigneronne qui viendra parler un peu de vin, mais il y a surtout Denis Badeau au piano et Élise Caron à la voix qui viendront aussi jouer ce soir dans le cadre de ces lectures œnologiques. Elle ne me l'a pas dit. Ah ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, elle vous fait des petits secrets, mais moi je le sais. On continue avec ce soir le festival de guitare d'Aucanville qui continue avec Moonlight Benjamin ce soir, voix Caraïbes, sous-bassement blues. Ça se passe à Aucanville à la salle Georges Brassens. Et puis également ce soir, on va parler tout de suite au Taquin ce soir, avec ouais. Yacht Club, du rock ND très très lourd, très très bruyant et très très chouette. Et puis Ours, 2 batteurs issus du Tri Collectif, magnifique ce groupe, collectif d'Orléans, plus une vieille à roue, celle du groupe Artus. Ce soir c'est au Taquin à partir de 21h et c'est organisé par une association qu'on adore ici, Anarchie dans le Yucca. Concert de dimanche, Jean-Pierre. Concert de dimanche, Freddy Takin par Freddy Moraison, magnifique double plateau là encore avec 2 duos complètement inédits, des tout nouveaux duos avec Mathieu Sorisseau et Mike Ladd, bon, qu'on est ravis de recevoir, qui fait du spoken word, c'est tout nouveau et il paraît que c'est super bien. Et Claire Bergerot et Frédéric Joallon, là c'est des extrémistes de la voix, c'est des acrobates de la voix, là ça va être quand même assez étonnant à mon avis. Voilà, c'est vraiment un très bel après-midi là. Voilà, donc ça c'est dimanche après-midi au Taquin, Freddy Takin. Et puis dernier conseil pour ce soir, Interzone, soit le dialogue de la guitare électrique de Serge Tessoguet et du oud de Khaled Al-Jaramani au centre culturel Albin Mainville. On aura tout dit pour ce soir. Brigitte Fontaine joue demain au Mazad, mais ça c'est déjà compris. Allez, salut les filles, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Bye. Caramel.